Nous allons accueillir Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences au LARCIM, au CEA. Il va nous parler de la polysémie du temps, à la fois chez les philosophes et chez les physiciens. Comme vous le savez, il a écrit de nombreux livres, notamment consacrés à la question du temps, en particulier les tactiques de Chronos, et le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Et donc, il sera, je vous le dis dès maintenant, en dédicace après sa conférence. Donc, n'hésitez pas à aller le rencontrer et à aller se procurer ses ouvrages. Voilà, je vous demande d'accueillir bien fort, s'il vous plaît, Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je remercie Laurence Sonora pour son invitation, Gauthier pour sa présentation, Pierre-Yves Plat qui m'a réveillé. Donc le sujet, c'est le défi qui m'a été proposé. C'est non pas de parler du temps, mais du mot temps, enfin d'évoquer ce qu'on appelle la polysémie du mot temps. Je pensais être hors sujet, puisque ce colloque est consacré non pas au mot temps, mais au temps même. Et je me rends compte en regardant... Ah, ça a disparu, mais il y avait la présentation du colloque et le L de Time World a été oublié, de sorte que sur le transparent précédent était écrit Time Word, le mot temps, ce qui est exactement le sujet que je vais traiter. Alors la polysémie du temps, on la reconnaît dans le langage ordinaire, c'est un mot qu'on utilise pour désigner la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la durée, l'urgence, l'attente, la vitesse, l'usure, le vieillissement, la mort, etc. Et donc la question est de savoir si cette polysémie fait du mot temps une victime ou un bénéficiaire. Chacun d'entre nous, quelle que soit son activité, sa philosophie, son intellect, son âge, sa condition, est à l'évidence légitime pour parler de son rapport au temps, de ce qu'on appelle le temps vécu, mais ça ouvre la question de savoir si la confrontation de nos expériences du temps, qui sont différentes, pourrait nous éclairer ou non sur le temps même. Est-ce que notre façon de dire le temps nous dit des choses sur nous, ou est-ce qu'elle dit aussi des choses sur le temps ? Et cette question, elle est évidemment rendue plus complexe par cette fameuse polysémie, puisqu'assez vite, quand on interroge notre savoir sur le temps, on tombe sur des difficultés qui apparaissent très rapidement. Par exemple, qui saurait dire parmi nous, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements, ou si au contraire, si le temps émane des événements ? Qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliquer ou expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure ? En guise de réponse, chacun d'entre nous se risque à dire son mot et c'est parfaitement légitime. Mais en général, les esprits s'embrouillent rapidement. Un tel dit par exemple que le temps s'arrête quand plus rien ne change. Tel autre nous dit que le temps continue de passer quand plus rien ne se passe. Tel autre enfin nous dit que le temps s'accélère. Le temps n'a donc pas de vertu œcuménique. En parler n'équivaut jamais à le dire, encore moins à le saisir, de sorte que tenter d'accorder nos violons à son propos revient à vouloir sculpter l'océan. Et la question donc qui arrive immédiatement après ce constat est la suivante. Existe-t-il une discipline, scientifique ou non, qui pourrait prétendre être mieux équipée que les autres pour parler du temps ? À quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Est-il comme notre langage le raconte, comme nous croyons le percevoir ou le vivre, comme il s'impose à nous, charriant la mort dans sa perspective ? Est-ce qu'il est comme le représentent les physiciens ? Est-ce qu'il est comme le pensent les philosophes ? Quand ces questions se sont déroulées, on se dit qu'a priori, c'est vers les philosophes que l'on doit d'abord se tourner, puisque la question du temps a été et demeure l'une de leurs grandes affaires. Nombre d'entre eux, par exemple Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty ou d'autres, ont mis sur pied des systèmes ingénieux, cohérents, permettant de le penser au plus près.
Mais se tourner exclusivement vers la philosophie en matière de temps ne résout pas tout le problème, pour 2 raisons. La première, c'est que, elle est naturelle, c'est que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Leurs discours font du temps tantôt le principe du changement, tantôt l'enveloppe invariable de toute chronologie, tantôt ils l'assimilent à l'évanescence, tantôt à une arène statique remplie de tout ce qui a déjà eu lieu et en attente de tout ce qui viendra s'y produire, tantôt ils le conçoivent comme un être purement physique, ou au contraire comme un produit de la conscience. Et donc tout ça ne peut pas être vrai en même temps. Des choix s'imposent donc, mais selon quels critères? L'élégance du système proposé, sa séduction, sa rigueur, sa vraisemblance, le prestige de son auteur? Plus encore, la philosophie elle-même est comme clivée par la question du temps, au sens où elle répartit en 2 catégories presque étanches ces différentes doctrines. Pour les unes, le temps doit être pensé comme un simple ordre d'antériorité ou de postériorité, sans aucune référence à l'instant présent, ni à la conscience de quelque observateur, ni même à sa simple présence. La seule chose qui existe, selon ces doctrines, ce sont les relations temporelles entre événements. Le temps apparaît alors comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives et définitives. Par exemple, si je dis que Newton est né avant Einstein, je prononce une phrase dont la valeur de vérité est indépendante du moment où je la dis. Pour les autres doctrines, au contraire, le temps est un passage, le passage d'un instant particulier, le transit du présent vers le passé, de l'avenir vers le présent. Cette dynamique ne pouvant être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet, le temps apparaît comme n'étant plus un ordre chronologique, mais comme une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité. Succession objective d'événements ou dynamique subjective. C'est ça, succession objective d'événements ou bien dynamique subjective, vers laquelle de ces 2 écoles de pensée la raison devrait-elle incliner? Il est difficile de le dire et pour cause, et même pour 2 causes. La première provient d'un constat qu'il est devenu difficile de contester. L'idée selon laquelle le temps n'existerait pas en tant que tel en dehors du sujet doit en effet se confronter à des données factuelles qui sont aujourd'hui largement étayées. Les scientifiques ont pu établir que l'univers a un âge au moins égal à 13,7 milliards d'années, que la Terre s'est formée il y a 4,45 milliards d'années et que l'apparition de l'être humain ne remonte, elle, qu'à 2 ou 3 petits millions d'années. Ces nombres sont donc formels. L'univers a passé le plus clair de son temps à se passer de nous. Dès lors, si l'on défend l'idée que le temps serait subordonné au sujet et ne pourrait exister sans lui, on doit répondre à un problème d'ordre logique. Comment le temps a-t-il bien pu s'écouler avant notre apparition? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui a été formalisé par un philosophe français qui s'appelle Quentin Meillassoux, dans un livre qui s'appelle « Après la finitude », et il a été pointé ensuite par de nombreux autres auteurs. À juste titre, car cantonner le temps dans le sujet, ou vouloir que le temps n'ait de réalité que subjective, n'est-ce pas s'interdire d'expliquer l'apparition du sujet dans le temps? Alors ce paradoxe que certains jugent radical a quand même été critiqué par un autre philosophe qui s'appelle Michel Bidwell dans un livre récent qui s'intitule « Maintenant la finitude », et je vous invite à le découvrir si cette question vous intéresse. Et donc il y a ce paradoxe quand même qu'on doit prendre en compte, qu'on doit intégrer dans son argumentation. La seconde cause qui vient, disons, critiquer l'idée que le temps dépend de la conscience, tient au fait que la seconde cause qui rend la réponse à la question que j'ai posée difficile, tient au fait que si on considère que ce paradoxe est tellement grave qu'il faut penser le temps comme étant indépendant de la conscience, c'est-à-dire qu'il existe indépendamment de nous et passe indépendamment de nous, de façon autonome, alors il reste à identifier et à caractériser ce qu'on appelle le moteur du temps, c'est-à-dire le mécanisme imperceptible qui fait que dès qu'un instant présent se présente, un autre instant présent apparaît et demande au précédent de bien vouloir aller se faire voir ailleurs dans le passé. Les physiciens théoriciens cherchent ardemment la source de cette dynamique cachée
Et aucun, en fait, ne prétend l'avoir trouvé, au point que Lise Moline, que vous entendrez lors de ce colloque, dit que nous avons pris l'habitude de représenter le temps comme de l'espace. Nous l'avons en quelque sorte gelé, et que tout l'enjeu de la physique contemporaine est de dégeler le temps, c'est-à-dire d'expliciter la dynamique de son évolution. Qu'est-ce qui fait que, dès qu'un instant présent apparaît, il est remplacé par un autre instant présent? Quand on trace l'axe des temps, on met une demi-droite, ou un segment de droite plutôt, on met une flèche dessus, et cette flèche est là pour signifier « il y a un moteur », sans qu'on puisse précisément l'expliciter. Autrement dit, si l'on admet que le temps dépend du sujet, on tombe sur le paradoxe de l'ancestralité. Si on admet qu'il ne dépend pas du sujet, on tombe sur le défi d'identifier le moteur du temps. Alors ces questions peuvent vous paraître trop difficiles ou trop abstraites, et tétanisé par elles, vous pourriez trouver quelques réconforts intellectuels à considérer que le temps n'est qu'un mot, un simple vocable, dépourvu d'un sens donné par une puissance indépendante de nous. Le sens de ce mot, du mot temps, ne serait en somme rien d'autre que les façons que nous avons de nous en servir. Il n'y aurait alors pas à se poser la question d'une vérité qu'il détiendrait ou masquerait, seulement à interroger ce que nos phrases tentent de signifier. Et donc il s'agirait de noter toutes les phrases que nous prononçons ou écrivons qui contiennent le mot temps, de les faire entrer en collision les unes avec les autres pour voir si à la fin une sorte de signification pure du mot temps pourrait apparaître. Mais quand on fait cet exercice, on se rend compte assez facilement que le temps, le dire le temps, le verbaliser, même en usant d'une batterie d'images parlantes et de sinuosité raffinée, ce n'est jamais le cerner, ni même le désigner, encore moins le tenir en main. En fait, l'intersection des différentes significations du mot temps dans les phrases ordinaires constitue une bonne approximation de l'ensemble vide. On découvre également que nos discours sur le temps sont grandement tributaires du rapport que nos existences entretiennent avec lui. Les phénomènes temporels dont nous sommes les sujets ou dont nous sommes les témoins nous font croire que le temps ressemble à ces phénomènes temporels ou bien les résume, ce qui nous conduit à lui attribuer autant de qualificatifs qu'il y aurait de temporalités différentes. Ainsi, nous parlons d'un temps prétendument vide sous prétexte qu'il ne s'y passe rien ou bien que nous nous y ennuyons. Nous parlons d'un temps accéléré quand le rythme de nos vies ne cesse d'augmenter, comprimant notre perception des durées. Nous parlons de temps cyclique dès que des événements identiques se répètent, mais aussi de temps biologique, psychologique, biologique ou encore cosmologique, comme si le temps se confondait avec les divers déploiements dont il est le support et qui lui servent de décor. Mais un temps ayant de telles allures d'arlequin aurait-il la moindre consistance propre? Serait-il encore pensable? S'agirait-il encore d'un concept? Enfin, et je l'ai dit en préambule, le temps, et c'est ce que disait déjà saint Augustin, est victime d'abus de langage. Il sert à dire autre chose que lui-même, si tant est que l'expression « le temps même » ait un sens. Mais en tout cas, ça fait trop de sens différents pour un seul mot. Et donc, il faut procéder, c'est en tout cas ce à quoi nous invitait Paul Valéry, à ce qu'il appelait un nettoyage de la situation verbale, c'est-à-dire une critique du langage. Comment l'opérer? À partir de quelle assise? Alors on pourrait se dire, finalement, la physique, qui est devenue efficace depuis qu'elle a saisi mathématiquement le temps, en faisant un paramètre crucial de ses équations, c'est la bonne base de critique. C'est-à-dire c'est à partir d'elle qu'on pourrait procéder à un premier décrassage sémantique en tentant d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Par exemple, les équations de Newton, si on pouvait les interroger sur ce qu'elles pensent du temps, que diraient-elles? Et on pourrait dire la même chose des équations d'Einstein pour la relativité, ou bien de la théorie quantique des champs, ou d'autres choses encore. Mais quand on s'engage dans cette voie, qui est intéressante et légitime, il y a toujours un doute qui finit par surgir, qui est fort embarrassant,
à propos des mots par lesquels s'est dite la révolution newtonienne, celle qui a marqué la naissance de ce qu'on appelle la physique moderne. En effet, c'est en 1687 que Newton a introduit en physique la fameuse variable T qu'on retrouve dans la plupart des équations de la physique et qui, pour lui, se situait dans les équations de la seule dynamique. Et cette variable T, il a choisi de l'appeler le temps. Nous sommes tellement habitués à cette représentation et à cette dénomination que nous ne nous posons plus cette simple question. À partir de quelle connaissance antérieure Newton a-t-il pu reconnaître le temps dans cette variable T? Par quel stratagème intellectuel a-t-il pu reconnaître dans une variable mathématique ce que dans le langage nous appelons le temps? En toute logique, il aurait dû nommer cette variable autrement, puisque ce temps physique qu'il inventait n'a aucune des propriétés que nous associons d'ordinaire à l'idée de temps. C'est un temps, je parle du temps newtonien, qui est dématérialisé, qui est abstrait. C'est un temps qui n'a pas de vitesse d'écoulement, puisque lui en attribuer une supposerait que le rythme du temps varierait par rapport au rythme du temps. Il n'a pas non plus les caractéristiques des phénomènes temporels qui se déroulent en son sein. Il n'y a qu'un seul temps, il n'est pas biologique, cosmologique, géologique ou autre, c'est le seul temps. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que ce paramètre T que Newton invente, est-ce que ce paramètre T, c'est le vrai temps, ou bien est-ce que c'est plutôt une caricature, un temps incomplet, voire tout à fait autre chose que le temps? Ces interrogations en amènent une autre. Et si Newton avait choisi d'appeler la variable T, par exemple, trucmuche ou tartempion, s'il avait choisi un autre mot pour désigner cette variable, qu'est-ce qui se serait passé? Les physiciens, sans doute, se seraient contentés d'organiser des colloques en cercle fermé à propos de ce trucmuche ou de ce tartempion apparu dans leurs équations. Et de leur côté, les philosophes, les historiens, les sociologues, les psychanalystes, les biologistes auraient continué de débattre de la notion de temps sans se soucier des découvertes des physiciens. Alors ces questions, j'en suis conscient, peuvent vous paraître byzantines. Mais en fait, elles se posent aujourd'hui avec une gravité encore plus grande. Et si je parle de gravité, c'est à dessein. En effet, afin de décrire au sein d'un même formalisme la gravité et les trois autres interactions fondamentales, les physiciens théoriciens d'aujourd'hui imaginent toutes sortes d'hypothèses à propos de l'espace-temps. Et une des questions qui se pose à eux est donc celle-ci. Quelle propriété doit-on a priori accorder au temps pour ensuite le reconnaître sous la forme de telle ou telle construction mathématique? Car après tout, pour reconnaître le temps dans un jeu d'équations, ou bien pour y détecter son absence, ne faut-il pas déjà le connaître? Mais comment le connaître d'emblée avant de disposer de la théorie physique qui permettrait d'identifier sa nature et ses propriétés? Par exemple, si je dis « le temps n'existe pas », au motif que ma théorie ne contient pas quelque chose qui ressemble à ce que je pense être le temps, ça suppose à l'avance que j'ai suffisamment caractérisé le temps pour être capable de ne pas le reconnaître dans les équations, ou plus exactement, pour savoir reconnaître qu'il n'y est pas présent. Et donc, pour dire que le temps n'existe pas, il faut déjà savoir très précisément ce qu'est le temps. Alors ça, ce sont évidemment des difficultés énormes. Et si on choisit de ne pas en tenir compte, c'est-à-dire si on admet que le temps des physiciens est, sinon le vrai temps, du moins un temps plus authentique que les autres, plus en contact avec la réalité du monde, alors les formalismes de la physique peuvent devenir une base théorique depuis laquelle il est possible de procéder à une critique du langage, voire de contester certaines de nos façons de penser le temps. Par exemple, et je n'ai pas le temps de le démontrer, mais on peut facilement, enfin ça prend du temps, mais c'est facile à comprendre, que les équations de la physique remettent en cause le lien que nous avons pris l'habitude d'établir entre temps et devenir.
Du moins, ces formalismes, ces équations, opèrent-ils une distinction nette, franche, entre ce qu'on appelle le cours du temps et ce qu'on appelle la flèche du temps, qui sont deux choses complètement différentes. Le cours du temps est ce qui permet d'établir un écart, une distance, en fait une durée, entre deux instants distincts. La flèche du temps, quant à elle, est la manifestation du devenir, du changement, si vous préférez. Elle est son inscription dans la dynamique apparente des phénomènes. Elle exprime simplement le fait que certains systèmes physiques évoluent de façon irréversible. Le cours du temps, lui, est toujours irréversible à cause du principe de causalité. Les phénomènes, eux, le sont ou ne le sont pas. Le cours du temps et le devenir sont non seulement distingués dans le cadre de la physique conventionnelle, mais ils sont en fait presque opposés, car le cours du temps peut être considéré dans une certaine mesure comme ce qui se soustrait à toute forme d'évolution, puisqu'étant homogène, tous ces instants ont exactement le même statut physique. En définitive, le temps physique semble pouvoir exister sans le changement. Lorsqu'elle est présente dans la dynamique des phénomènes, la flèche du temps se superpose en habillant le cours du temps irréversible par essence de phénomènes eux-mêmes irréversibles. Cette irréversibilité des phénomènes a longtemps semblé contredire les équations fondamentales de la physique, car celles-ci sont toutes réversibles. C'est-à-dire que quand on change le signe de la variable temps, on ne change pas la forme de l'équation. Mais tout en restant dans le cadre de ces équations, les physiciens ont fini par identifier de possibles explications de la flèche du temps. Tout présuppose l'existence préalable d'un cours du temps bien établi, au sein duquel des phénomènes potentiellement temporellement orientés, c'est-à-dire ne pouvant se produire dans les deux sens, prennent place. L'efficacité opératoire de la physique, ses succès expérimentaux et ses facultés de prédiction les plus spectaculaires, comme les ondes gravitationnelles, le boson de Higgs récemment, sont devenus si manifestes qu'on est en droit de voir dans la distinction qu'elle établit entre temps et devenir une sorte de découverte philosophique de première importance. Elle touche en effet à la philosophie même et devrait aller jusqu'à affecter le sens des expressions que nous employons pour dire notre expérience du temps. J'ai bien conscience que, ayant été rapide, j'ai dit des choses incompréhensibles, mais je vais vous montrer, à partir de l'œuvre d'un peintre qui est décédé en 2011, qui s'appelle Roman Opalka, ce que j'ai tenté de vous expliquer en quelques minutes. Opalka, à partir de 1965, qui était un peintre réaliste, figuratif, disons, il a complètement changé sa façon de conduire son œuvre après que, lors d'un rendez-vous qu'il avait fixé avec sa compagne dans un café de Varsovie, elle était en retard, il n'avait évidemment pas de moyen de la joindre, il n'y avait pas de téléphone portable, et il a senti ce qu'il appelait la compacité du temps. Et à partir de ce jour, il a fait, jusqu'à sa mort, quotidiennement, la même chose, c'est-à-dire qu'il a peint, la suite des nombres entiers. Donc sur des tableaux noirs, peinture blanche, et à chaque fois qu'il avait terminé une toile, qui faisait 1,80 m de haut et plus d'1 mètre de large, il se photographiait, toujours dans la même position, avec le même appareil photo, les mêmes vêtements, le même éclairage. Et donc il a illustré au cours des années la façon dont son visage se marquait par les effets du temps et non pas par le temps même. Et donc il a bien illustré cette distinction que j'ai expliquée entre le cours du temps et la flèche du temps. Le cours du temps, c'est la suite des instants. Tous les instants sont différents, mais ils ont tous le même statut physique. De même que tous les nombres entiers sont différents, mais ils se construisent tous de la même façon, en ajoutant 1 au nombre précédent. Et ça, c'est une illustration du cours du temps. La flèche du temps, c'est tout ce qui vient marquer son visage et qui est une illustration du devenir. Autrement dit, le cours du temps compte, la flèche du temps raconte. En allemand, c'est encore plus spectaculaire puisque le verbe allemand pour dire compter, c'est zahlen, et raconter, c'est erzählen.
Et en fait, ce qu'a montré Opalka, c'est qu'on peut distinguer ces deux choses qui, dans notre langage ordinaire, sont toujours superposées, parce que nous mélangeons l'irréversité du temps même, qui fait que dans le futur, nous ne pourrons jamais rencontrer un instant que nous avons déjà connu dans le passé, et puis l'irréversité des phénomènes, qui veut qu'un système physique ne puisse pas retrouver dans le futur un état, et non pas un instant, qu'il a rencontré dans son passé. Alors, pourquoi est-ce que ça crée parfois, et ça sera ma conclusion, ça crée parfois des confusions dans nos façons de dire. Je vais prendre qu'un seul exemple, et je sais qu'on va parler un peu de psychanalyse dans ce colloque, donc c'est l'exemple de Freud. Freud, comme vous le savez, s'est beaucoup intéressé à la question du temps, et notamment, il a expliqué que, selon lui, l'inconscient ignore le temps. L'inconscient ne sait pas ce que c'est que le temps. Il veut ainsi signifier que l'inconscient ne subit pas les effets du temps, au sens où il ne décline pas, il ne change pas. L'inconscient est invariable. De fait, ce que l'on retrouve dans l'analyse, dans les symptômes, dans les formations de l'inconscient, n'est marqué d'aucun indice temporel, n'est jamais daté. Il n'y a pas de date, dit-il, dans les rêves. On peut retrouver un rêve, ou on peut retrouver plutôt en rêve une multitude de détails d'un événement passé qu'on serait bien en peine de se remémorer à l'état de veille. Autre argument de Freud, un même rêve analysé à des années d'intervalle donnera toujours les mêmes associations, comme si aucun processus, à part la cure, ne semblait capable d'éroder dans l'inconscient les marques du passé. Et donc, son idée, c'est que rien ne peut affecter ce qui est stocké dans l'inconscient. De plus, ajoute-t-il, dans les rêves, le flux du temps, le cours du temps, ne chemine pas toujours de l'avant vers l'arrière ou vers l'après. Ainsi, au lieu de penser le temps sur le modèle d'un flux homogène contraint par la causalité, le discours inconscient met en scène une temporalité démembrée. Au lieu de se succéder linéairement, ces diverses parties sont en tension les unes avec les autres, les différentes époques se mêlent et se juxtaposent à la façon de couches de lave successives. L'inconscient se contente de garder trace, en dehors de toute relation temporelle linéaire, des dépôts du passé qui ne sont retenus qu'en fonction de leur intensité et qui peuvent toujours se contaminer les uns les autres, au point de parfois brouiller l'ordre de leur succession. Dans un rêve, on peut voir un lapin courir après un chasseur. Et lorsqu'il met ensemble tous ces éléments, le temps dans l'inconscient apparaît effectivement éclaté, pour reprendre l'expression d'André Green. Toutefois, même s'il y a bien une telle invariance de l'inconscient, ne vaudrait-il pas mieux se garder de parler d'intemporalité ou d'atemporalité de l'inconscient? D'autre part, parce que le temps ne se confond pas avec le changement, ni avec les diverses temporalités des phénomènes. D'autre part, parce que le fait que le temps physique, avec son cours bien défini, ne constitue pas une forme reconnue par nos actes psychiques, n'empêche pas qu'on puisse dire que si l'inconscient retient tout, c'est justement parce qu'il est lui-même porté par le cours du temps qui, précisément, persiste à le faire exister identiquement à lui-même, l'ancrant ainsi dans la durée. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il ne change pas qu'on doit dire que l'inconscient est temporel. Il existe à tous les instants du temps, et c'est ce qui lui permet d'être invariable. Il échappe à la flèche du temps, soit, mais cela n'implique nullement qu'il soit hors du temps. Il baigne simplement dans un temps sans devenir, et cette phrase est évidemment très forte, dès lors que vous distinguez le temps du devenir. On voit par cet exemple qu'il serait précieux de clarifier la signification du mot temps dans chacun des domaines qui le revendiquent, et j'ai compris que c'était l'objectif de ce colloque, car lorsqu'on utilise le même terme pour parler d'autant d'aspects distincts du réel, on crée l'impression de mobiliser chaque fois la même référence commune, alors que ce sont au contraire les distinctions conceptuelles qu'il faudrait mettre en avant, quitte à les faire circuler ensuite d'un domaine à l'autre. Je vous remercie pour votre attention. Allô ? Merci Étienne. J'ai une question. Est-ce que pas mal de difficultés ne viendraient pas du fait qu'on a envie de faire tout avec une seule logique, très homogène,
alors qu'on parle de choses très différentes. En informatique, on utilise plusieurs logiques qui sont très incompatibles entre elles, comme les logiques de temps linéaire et les logiques de temps arborescent, qui, elles, permettent de parler des possibilités futures, etc., et qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ne permettent pas d'exprimer du tout les mêmes propriétés qu'on veut. Ce sont des logiques partielles dans les deux cas, mais on ne sait pas très bien les rassembler. Est-ce que un des problèmes techniques, c'est pas de vouloir utiliser une et une seule logique pour parler de tout ça? Moi, je dirais plutôt que le problème, c'est plutôt de vouloir utiliser toujours le même mot. Qu'il y ait des logiques différentes qui soient sous-jacentes aux différentes disciplines, l'informatique ou d'autres d'ailleurs. Par exemple, en physique, il y a la question de savoir quelle est la place qu'on accorde au principe de causalité. Est-ce que le temps est une manifestation de la causalité ou est-ce qu'au contraire, il est contraint par la causalité? Bon. Donc, en effet, il y a des logiques différentes qui peuvent servir d'arguments ou de principes fondamentaux. Mais je pense que nos difficultés, quand on veut faire de l'interdisciplinaire, c'est de s'accorder sur le sens des mots. Et plutôt que de s'accorder sur le sens des mots, on accorde aux mots temps des qualificatifs qui le rendent impensable. Et ces qualificatifs brouillent les discussions, à mon avis, et empêchent que le langage évolue. Par exemple, si vous lisez en 2019 un magnifique texte de Saint-Augustin, Les Confessions, le chapitre qu'il a consacré au temps, qui fait une vingtaine de pages, qui est un chapitre qui a été traduit à différentes époques et donc qui est accessible aujourd'hui en français moderne. Quand vous lisez ce texte, vous êtes surpris de comprendre tout ce que dit Saint-Augustin. Et ça, c'est quand même louche. Parce qu'en fait, si nous comprenons ce que dit Saint-Augustin, c'est précisément parce que nous parlons comme lui. Autrement dit, en 2019, quand nous parlons du temps, nous disons les mêmes choses que Saint-Augustin. Or, Saint-Augustin, IVe siècle après Jésus-Christ, entre lui et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac, qui tous ont changé notre compréhension du temps physique, sa relation à l'espace, sa relation à la matière, à l'énergie, et ces découvertes n'ont eu aucun effet sur nos façons de dire le temps. Et donc, en réponse à ta question, moi je citerai plutôt Lavoisier. Lavoisier, dans son traité élémentaire de chimie, qu'il a écrit juste avant qu'on lui coupe la tête, a rédigé un prologue dans lequel il explique qu'on ne peut pas faire progresser la science sans d'abord faire progresser le langage, et on ne peut pas faire progresser le langage sans faire progresser la science. Sinon, la fixité du langage nous empêche de laisser la moindre place à ce qui est nouvellement su. Parce que nous allons dire ce qui est nouveau en termes de connaissances dans des formules qui ne le disent pas. Et donc on va faire stagner la connaissance parce que nous n'aurons pas laissé place dans le langage, nous n'aurons pas créé, comme dit Deleuze, une langue étrangère au sein du langage capable de dire les nouveautés qui nous viennent des connaissances. D'autres questions ? Oui, bonjour, je suis d'accord avec tout ce que tu as raconté tout à l'heure. J'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment très bien. Mais le problème du temps, effectivement, c'est qu'on ne sait pas le définir. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer exactement ce qu'il est. On se met dans différentes disciplines, on a différentes explications, mais sur le fond, on ne sait pas. Et je me demande si ça ne vient pas du fait que systématiquement on réifie le temps, c'est-à-dire qu'on en fait un être réel, un être au sens philosophique. Est-ce que ce n'est pas ça qui finalement... alors qu'en fait on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le ressent pas, on ne le mesure pas, parce que quand on dit qu'on mesure le temps, on ne mesure pas le temps. Et puis, dans le temps mesure, on ne le voit pas, dans le temps des relations, on ne le voit pas, et même dans le temps de Newton, ou le temps, disons, réaliste, on ne voit rien, on ne le mesure pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Donc est-ce que ce n'est pas cette affaire de réification qui pourrait poser problème? Je suis d'accord avec vous, le mot réification, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une question qui est en surplomb, qui est est-ce que le temps est une substance? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une construction sociale? Est-ce que c'est un produit de notre conscience? Bon. Donc vous dites, on le réifie abusivement. En fait, je pense qu'on essaie de le caractériser. Et une fois qu'on l'a mathématisé, là je parle des physiciens, on a pu croire que le fait de le mathématiser, par exemple de représenter l'axe des temps comme nous avons l'habitude de le faire, résolvait les problèmes philosophiques qu'il pose. Alors qu'en fait, ça les condense. Par exemple,
tous les jours, des millions d'écoliers, d'ingénieurs, de comptables tracent l'axe des temps. Donc un segment droite, une petite flèche. Sans voir que cette représentation est monstrueuse. C'est le terme qu'emploie Kant. Kant dit, mais quand on trace l'axe des temps par un axe, on le traite comme de l'espace, et on fait quelque chose de monstrueux. Pourquoi? Parce que cette représentation fait coexister, donc exister ensemble, des instants qui, par définition, ne peuvent pas exister ensemble. Autrement dit, on fait comme si une durée était l'équivalent d'une longueur. Or, il y a une différence fondamentale, c'est que tous les points d'une longueur constituent une réalité qui peut être présente en même temps. Tous les points d'espace qui sont là existent ensemble. Les instants d'une durée ne coexistent pas. Et donc la question de savoir ce qu'est une durée, en s'émancipant de l'idée de projection dans l'espace, est la question la plus fondamentale. Et vous savez que quand Einstein et Bergson se sont rencontrés à Paris, ils ne sont pas très bien compris pour toutes sortes de raisons, mais en gros, l'argument de Bergson contre les physiciens, c'était de dire vous avez réifié le temps, vous l'avez aplati dans l'espace. Et en l'aplatissant dans l'espace, vous lui avez fait perdre sa substantialité fondamentale. C'est un peu ce que dit Smolin dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure. Autrement dit, il faudrait pouvoir expliquer le temps de façon presque minimaliste, en disant le temps, c'est cette chose de nature inconnue qui nous empêche de rester présents à l'instant présent. Une sorte de définition négative. Le temps, c'est son moteur en fait. Le temps est ce qui renouvelle l'instant présent, permet qu'il ait des durées, et je suis d'accord avec vous, on ne mesure pas le temps évidemment, on ne mesure même pas les durées. On mesure la transformation des durées par le biais d'une spatialisation. Donc ce qu'on mesure avec une montre ou autre chose, c'est même pas des durées, c'est des avatars de la durée. Mais je pense que la première chose à faire, si on prend au sérieux ce que nous savons, c'est de ne plus confondre le temps et le devenir. C'est-à-dire de cesser de dire le temps s'arrête quand plus rien ne change. Donc quand on atteint l'équilibre thermodynamique, quand plus rien ne change, il y a toujours le temps qui est là à maintenir la présence du système dont on parle. Oui, bonjour. Je sais pas. J'ai assisté à pas mal de vos conférences et vous questionnez souvent le langage pour pouvoir mieux penser, par exemple, le temps ou le vide. Maintenant. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas que questionner aussi nos représentations, par exemple, vous l'avez dit, on représente le temps par des axes, des sabliers, des montres, etc. Questionner les représentations du temps, mais aussi notre sensibilité, ne nous ferait pas aussi avancer, peut-être pour la question du temps, ou ne serait-ce que le langage qu'on emploie pour parler du temps. Voilà. Merci pour cette question. Alors sur nos représentations, sur la façon dont nous appréhendons le temps, physiquement ou existentiellement, je crois qu'Yann Mambrini va en parler un peu demain. Moi, je pense que, évidemment, c'est intéressant de comprendre comment notre rapport au temps peut varier selon nos cultures, nos modes de vie, les époques, etc. C'est très enrichissant. Ça dit des choses sur nous-mêmes, essentiellement, puisque toutes les existences sont temporelles. De là à penser qu'il existe un temps vécu, c'est-à-dire un temps dont le déploiement serait autonome par rapport au temps physique, ou penser qu'il existe un temps psychologique, ou penser qu'il existe un temps biologique, c'est à mon avis faire un pas qu'il n'est pas obligatoire de faire. Parce que même quand on parle de temps biologique, on parle d'un temps qui est mesuré par des horloges. Autrement dit, la notion même de temps biologique s'appuie sur une mesure qui est physique. Et donc, qu'il y ait des temporalités propres à la biologie, à la psychologie, etc., c'est très enrichissant. Par exemple, il y a énormément d'études qui sont faites aujourd'hui avec des outils et des instruments de plus en plus sophistiqués en neurosciences sur la façon dont nous percevons les durées, et on voit que toutes sortes de facteurs influencent notre perception des durées. 1 seconde, 3 secondes, ça dépend si on est concentré sur la mesure, ça dépend du type de signaux qui sont adressés, ça dépend de l'âge de l'individu, etc. Bon. Et puis les cultures, c'est le travail des anthropologues, se sont représentés le temps de façon extrêmement diverse. Mais la question à la fin, c'est de quoi parle-t-on ?
Est-ce qu'on parle de nous ou est-ce qu'on parle du temps? Et est-ce qu'à force de parler de nous, nous allons pouvoir résoudre la question du temps, ou bien est-ce que c'est en cessant de parler de nous que nous allons l'approcher? Moi, ce sera ma dernière partie de réponse à votre question. Je pense que la découverte du boson de Higgs, ou bien la détection des ondes gravitationnelles, c'est des événements majeurs qui touchent la question du temps. Parce que avoir des équations qui non seulement disent ce qu'on connaît, permettent de comprendre la régularité des phénomènes que nous connaissons, c'est une chose. Mais avoir des équations qui nous disent, si nous sommes vrais, nous les équations, alors il doit exister dans l'univers des choses que vous n'avez jamais vues et qui sont la conséquence logique de notre véracité. Et un siècle plus tard, pour les ondes gravitationnelles, Einstein les prédit en 1916, on les découvre en 2015-2016. Le boson de Higgs, prédit en 1964, découvert en 2012, et il est exactement comme il a été calculé. Ça veut dire que là, il y a quelque chose d'incroyable, puisque les équations ont agi comme un treuil ontologique, au sens où elles ont permis de prédire l'existence de nouvelles sortes de phénomènes physiques. Vous voyez que ça, c'est plus fort que d'interroger leurs représentations. Et le boson de Higgs, ça a à voir avec le temps propre des particules, puisque c'est le phénomène qui leur donne une masse, etc. Les ondes gravitationnelles, c'est une sorte de validation des équations d'Einstein, dont vous savez qu'elles ont remis en cause les liens entre l'espace, le temps et la matière. Et donc, moi, mon travail, moi j'ai compris ça récemment, mon travail de recherche, c'est pas la physique, c'est pas la philosophie, c'est en effet le langage. Mais je ne le savais pas avant. J'ai découvert mon sujet de recherche, c'est les mots. Bonjour. Je voudrais souligner une forme de facétie du temps. J'ai le sentiment, donc, dans cette progression que vous nous avez proposée, de montrer qu'il faut distinguer le temps et le devenir, et que le temps, c'est cette succession d'instants qui sont tous équivalents. Donc finalement, on se détache, comme vous dites, de nous. Et de donner l'exemple de l'inconscient pour illustrer ça, qui est justement dans le temps parce qu'il ne change pas. Et finalement, vous passez de l'antagonisme classique entre être et devenir à un antagonisme entre temps et devenir, mais qui du coup, instantanément, en tout cas pour moi par analogie, relie le temps et l'être et nous ramène à nous, malgré nous ou malgré vous. Et vous ne citez pas Heidegger? Non. Bon, en fait, c'est un peu ça. Être et temps, c'est un peu cette idée. En fait, je pense que dans ces débats-là, il faut distinguer l'univers de ses lois physiques. Et les lois physiques, elles ont justement comme propriété d'être invariantes par translation du temps. C'est-à-dire que les instants du temps sont tous les mêmes et les lois physiques ne changent pas à mesure que le temps passe. Ça a des conséquences qui ont été vues par une mathématicienne qui s'appelle Émile Noether. Par exemple, l'invariance des équations de la physique par translation du temps a comme implication la conservation de l'énergie, par exemple. Et c'était la raison pour laquelle Einstein, par exemple, pensait que l'univers, l'être, était invariable, un peu comme l'avait pensé Parménide. À partir du moment où les lois sont fixes, c'est que l'univers est lui-même immobile, invariable, statique. Et quand on a fait voir à Einstein que les solutions de son équation, celle de la relativité générale, étaient toutes évolutives, il a changé ces équations pour empêcher que ces solutions soient légitimes. Il a ajouté ce qu'on appelle la constante cosmologique pour fixer l'univers. Et parce que pour lui, si les lois sont invariantes, l'univers est nécessairement invariable. Et il a fallu du temps pour comprendre que quand nous disons que les lois sont invariantes, ça ne signifie pas ou ça n'implique pas que l'univers lui-même soit invariant. Donc c'est tous les travaux de Boltzmann et de beaucoup d'autres. Après qu'on a découvert l'expansion de l'univers, on a compris que quand nous disons que l'univers a une histoire, nous ne voulons pas dire que ces lois ont une histoire. Nous voulons dire simplement que les conditions physiques ont une histoire. Et c'est sur ce constat qu'on a pu élaborer des stratégies pour non pas remonter dans le passé, mais faire vivre à l'univers des cures de jouvence. Quand vous faites des collisions de particules à haute énergie, vous recréez dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial. Très haute température, très haute densité d'énergie. Et comme les lois physiques n'ont pas changé,
vous voyez se dérouler dans le présent les mêmes phénomènes que ceux qui se déroulaient dans le passé, tout simplement parce que vous avez répété les conditions physiques initiales. Et donc, quand on parle d'être et de devenir, souvent comme un peu comme vous l'avez fait, on oppose Héraclite et Parménide. Parménide dit ça change tout le temps, il n'y a que de devenir. Et puis Parménide dit seul l'être est invariable et tous les changements sont des illusions. Je pense qu'on peut les réconcilier, puisqu'il y a de l'invariable aussi chez Héraclite, dans la loi. Quand vous dites tout change tout le temps, vous dites quelque chose qui ne change pas. Donc la loi du changement est une loi invariable. Et on pourrait donc dire que la physique, c'est une sorte de législation invariable des métamorphoses. À condition évidemment que quand je parle des lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique, celles qu'on trouve dans les manuels de physique, qui elles ont une histoire. Hein. Einstein, c'est pas Newton. Donc les lois de la physique ont une histoire. Mais les vraies lois physiques n'en ont pas. Eh bien, nous allons arrêter pour les questions. Je laisse la parole au maître de cérémonie. Merci, messieurs, dames. Alors, en l'occurrence, non, je ne suis pas maître de cérémonie, je suis synthétiseur et j'ai la lourde tâche de réaliser la synthèse de cette conférence d'Étienne Klein qui était donc, je vous le rappelle, intitulée « Que nous révèle la polysémie du temps ?» Alors d'abord, vous avez mis en évidence, je crois, que la polysémie du temps se manifeste dans 3 discours. Le premier, à l'évidence, c'est le langage courant, puisque le temps, en contexte, peut signifier, comme vous l'avez dit, à la fois la simultanéité, le changement, la durée, l'attente, la vie, la mort, et même l'argent. En tout cas, plein de significations très différentes. Et le temps, dès lors qu'on l'extrait de son contexte, eh bien, finalement, ça devient une coquille vide. On ne sait plus définir ce que c'est. Donc, on peut se demander, dès lors, qui a autorité pour parler du temps ? Et on peut se tourner, comme vous l'avez fait, vers les philosophes. Et là, nous sommes face à un écueil, puisque les philosophes eux-mêmes ont tous des conceptions radicalement opposées du temps. Par exemple, certains vous diront que le temps, c'est le changement, et d'autres vous diront qu'au contraire, le temps, c'est précisément ce qui ne change pas, et c'est ce qui permet de comprendre le changement à partir de ce qui ne change pas. Et puis il y a un deuxième problème chez les philosophes, c'est de savoir si le temps est purement subjectif, si c'est un produit de notre conscience, ou bien si le temps est une entité au contraire objective. Mais dans les deux cas, comme vous l'avez souligné, on est face à un problème. Si le temps est un produit de notre conscience, alors qu'y avait-il quand il n'y avait pas de conscience ? Est-ce que le temps existait déjà ? Et puis si on considère que le temps est une entité purement objective, alors on est face à la question du moteur du temps. Qu'est-ce qui fait avancer le temps ? Alors si ce ne sont pas les philosophes qui, donc, dans leur discours, ont une certaine polysémie du temps, si ce ne sont pas les philosophes qui ont autorité à parler du temps, on pourrait penser que ce sont les physiciens. Comme vous l'avez rappelé, Newton a posé un acte fondateur en posant donc la variable t, la variable temps, dans les équations de la physique. Et donc on peut se tourner vers les physiciens pour savoir ce qu'ils disent du temps. Et c'est là encore le troisième discours dans lequel on retrouve la polysémie du temps, puisque le temps lui-même est mal défini en physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une confusion entre le temps et le devenir. C'est ce que monsieur derrière la vitre soulignait tout à l'heure. Il y a une véritable dichotomie entre le cours du temps et la flèche du temps. C'est ce qui était symbolisé par l'œuvre de Roman Opalka qu'Étienne Klein vous a présenté. Sachant que le cours du temps est quelque chose qui est lié au moteur du temps. C'est en quelque sorte le lit de la rivière temps où se déroulent les phénomènes. Tandis que la flèche du temps, au contraire, elle est liée précisément à l'irréversibilité des phénomènes qui ont lieu dans le temps. Et donc, on fait généralement cette confusion entre le cours du temps et la flèche du temps, qui est aussi donc une manifestation de la polysémie du temps. Donc, Étienne Klein, vous avez l'habitude de dire que le temps est victime d'une polysémie fulgurante, mais quand on regarde finalement cette polysémie
au travers de ces 3 discours, le langage courant, le langage des philosophes et le langage des physiciens, on se rend compte que cette polysémie fulgurante se transforme quelque part en une cacophonie fulgurante. Et j'en reviens à la question que vous posiez, que nous révèle la polysémie du temps. Et je crois qu'on peut répondre qu'on ne peut faire confiance à personne et que cette polysémie nous révèle que le temps est un fantôme, un être insaisissable, donc on ne parvient pas à cerner. Comme vous le disiez, monsieur, au 4e rang, non seulement on ne sait pas le définir, et comme vous le disiez, monsieur, au parterre, vous soulignez donc la difficulté à le représenter. Et cette question est d'autant plus problématique que la physique, aujourd'hui, met à mal, quelque part, la notion de temps, puisque, d'abord, bon, comme on le sait, il n'est pas indépendant de l'espace, et puis, comme donc vous l'évoquiez en répondant à Gérard Berry, le temps peut-être n'est pas un concept premier, n'est peut-être pas une quantité première, peut-être qu'il émerge d'autres choses, en particulier de la causalité, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure en parlant du principe de causalité. Et donc notre seul espoir, peut-être pour mieux cerner ce qu'est le temps, c'est de participer donc au congrès Time World jusqu'à samedi soir pour voir un peu toutes ces facettes dans un seul congrès. Voilà, je vous rappelle donc encore une fois qu'Étienne Klein est en dédicace à partir de maintenant, je crois, pendant 3/4 d'heure, à l'espace réservé à l'entrée. Il animera donc aussi la table ronde des sportifs à 10h45 samedi, soyez présents. Et puis, comme il a cité Lys Mouline, je vous rappelle donc aussi que Lys Mouline interviendra demain à 16h. Voilà, je vous remercie et place à la table ronde des astronautes.